Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les déferlements de l'image. Le sujet s'abîme en ce gouffre mais Ego s'y énonce, il s'y extériorise, ce qui ne signifie pas qu'il porte au dehors la face visible d'une intériorité invisible. Cela signifie qu'Ego fait. Où se fait extériorité, espacement de lieu, écartement et étrangeté qui font le lieu et donc espace même, spatialité. Première d'un véritable tracé dans lequel seulement Ego peut survenir et se tracer et se penser. J.L. Nancy, Ego Sum. Je suis maintenant complètement embarqué sur les vagues du monde, bien déterminé à découvrir, gagner, disputer, échouer ou à me faire sauter avec toute la cargaison. Goethe, Lettre à Lavater, 6 mars 1776. Eh bien, je te parlerai d'abord du soleil et du principe qui a rendu manifeste toutes les choses que nous contemplons. Maintenant, la terre et la mer riches en vagues, l'air humide et le titan éther qui entoure de son cercle tous les êtres. Clément d'Alexandrie, Stromathéis. À la mer. Avant-propos. Où sommes-nous? Par où commencer? La désorientation est telle que les repères ne tiennent plus. La profusion des signes ne peut faire sens. Le chaos fait retour. Les discours apocalyptiques sont le lot quotidien de la dramatisation du futur du monde. Quel plan échafaudé devant l'infamie, la barbarie, le sacrifice? La terre tremble et l'homme vacille. Pourtant a-t-on trouvé mieux que de vivre? Vivre, sentir, respirer, s'immerger, même dans cette asphyxiante culture qui sert le retour des archaïsmes et la recherche de boucs émissaires. Que peut-on de mieux, dites-moi? Lutter, se battre et manigancer le devenir de nos vies. Nos émois déchirés avancent fébriles dans une atrophie des sens. Renouer avec le sensible. Nos identités sont marquées du joug policier des nationalités, des papiers et des ayants droit. Sonner le soulèvement. Nos corps cherchent à mimer les modèles esthétiques de l'emprise de l'image. Expérimenter sa matière corporelle. Nos différences se corrompent dans des normes établies. Brisons l'identité nationale. Les activités de l'esprit plombent d'un savoir pompeux le plaisir et la sensibilité des mots. Jouons. Nos actes trouveront des conséquences notoires dans la création de notre avenir. La praxis de nos projets s'ancre maintenant dans les mots de la force collective. Le séisme fait le sens et soulève la table des significations. Si vous me comprenez, continuez, lisez et jouons ensemble. La critique dialecticienne qui veut que tout discours féroce, de revendication et affecté fasse le lit des extrêmes ne tient plus. Nous connaissons nos ennemis et le fonctionnement tyrannique des groupuscules nationalistes. Le fascisme rampant qui gangrène les forces créatives par la manipulation propagandiste, populiste, démagogique et ultramédiatique est la cible. Le vouloir vivre sera une instance de combat. La distance d'avec un objet d'étude circonscrit est absentée ici, une fois pour toutes, et non d'une manière feinte. C'est dans l'application stimulante d'une immersion pleine et entière que j'arpente par l'écriture les reliefs de l'image. C'est par l'expérimenter au sein des images en mots et des mots en images que je vogue sur le flot du sensible, au risque des subductions et des tremblements de plaques tectoniques. C'est par l'émergence d'une pensée en train de se faire et qui se propose comme telle, non comme aboutissement, ou produit fini. Et c'est à l'intérieur de ces fragments compilés, scotchés, rafistolés que la demeure se construit. Oh non, pas un château, non une roulotte, pour une pensée qui voyage et veut farouche aller voir. Le propos fut censuré. La censure s'exerce dans les corps et dans les structures qui sont censées les soutenir. L'institution ne pense pas, et l'entreprise arbore ses parures compétitives dans la catastrophe du sensible. Je mène un combat caché pour l'expérimentation sensible contre sa soumission, et pour la pensée contre son déni. La théorie du sensible par l'histoire du développement des arts est transversale, elle ne conçoit aucune délimitation préétablie. Elle arbore le spectre en tant que motif anarché qui ne se consignera jamais. Les propositions sont valides et touchent aux nouveaux modes opératoires de la représentation. Mes recherches restent pertinentes même datées. Pourquoi? Parce que l'expérimentation est une anticipation sur le futur du monde. Les discours apocalyptiques ouvrent en voulant fermer,
diastole et systole, les soubassements inauguraux de nouveaux agencements. L'institution refuse la pensée singulière, jeune, insolente et ne prend pas en compte les bouleversements actuels de la modernité. Je ne prétends pas totaliser un discours, mais traverser ce concept d'une pensée originale, loin des codes langagiers et de la phraséologie des discours admis. Il faut bien que certains prennent le risque d'énoncer le mortifère de l'institution entendue dans ces couloirs si souvent. Le ver serait dans le fruit. J'entends ce vers autrement toujours. Un ailleurs. Comment ne pas inventer d'autres possibles pour les lieux du savoir? Les nouveaux crédits alloués à la recherche permettront-ils de changer les modes de représentation qui font nos identités? Les études en esthétique permettent de comprendre comment le sensible prend forme dans des images qui l'aliènent ou le libèrent. Ces images sont aussi bien mentales que physiques et ces postulats sont premiers. C'est-à-dire qu'ils situent d'abord le propos. À partir de la situation, il est envisageable d'émettre des hypothèses, de construire des agencements et de chercher de nouvelles armes. Prendre pour point de départ les images, c'est être tout entier convoqué à appréhender le sujet du dedans au dehors, et dans le mouvement du dehors au dedans. L'inconscient est une usine à produire des images qui peuvent devenir des formes et se matérialiser à nouveau en images, et ainsi revenir à l'inconscient sous forme de résurgence. Je me suis toujours demandé comment le discours purement scientifique réduisait la poétique et le soulèvement de la figure dans les propositions théoriques sur le sensible. Je comprends que la recherche en art puisse s'essouffler devant les structuralistes et les post-structuralistes, et se soumettre aux diktats de la tendance. Toutefois, il me semble nécessaire non pas de discourir sur les œuvres à la seule fin de cerner le problème de l'art, mais bien plutôt de faire de l'acte artistique un acte salvateur de réappropriation du corps, de sa matière vivante, de sa chair et ainsi du sensible. Je ne suis pas seul ici. Les travaux de Bernard Andrieux, de Barbara Stiegler ou encore de Le Breton et dans une autre mesure de Georges Didier Huberman nous accompagnent. Tous les artistes, les œuvres et les pérégrinations me permettent de construire une méthode qui se revendique d'une contre-méthode intitulée « Pour une théorie anarchiste de la connaissance ». Puis qu'il faut discourir sur la méthode, je m'attellerai à cette tâche. Mais avant, j'aimerais en finir avec cette pratique du tir à l'arc. La question de la représentation n'est pas celle de l'image, mais elle s'y rapporte comme l'écriture est aussi métaphorique. Comment refuser les pratiques créatives de l'écriture lorsque sa matérialité est tout entière convoquée au processus d'invention inconscient? L'institution française marque son refus d'Héridien et ne semble pas admettre le processus de créativité scripturale comme faisant partie de la réflexion. Il m'a toujours semblé que l'écart existant entre les mots et les choses, la désignation et le désigné arboutait la quête de sens institutionnel. Elle est celle de la représentation. On ne prononce plus le terme d'institution, ou moins. On lui préfère celui de représentation. La représentation est aussi cet écart entre choses et mots. Dans cet écart est convoqué le silence de la créativité, ou du non-dit. Refuser les instaurateurs de discursivité et nier la pensée. L'épreuve de l'écriture est un éprouvé. Comment ne pas admettre que les pratiques instituées de l'écriture même codifiée ne sont pas créatives? Le sensible est ainsi convoqué, et l'opérativité de nouvelles représentations peut se concrétiser dans ce rapport à l'écriture. Si l'engagement ne se dévoie pas d'une réflexivité, la performance au sens d'Austin entend déjouer les distances et les masques, voiles de conformisme et de protection. Le théâtre institutionnel, et non le théâtre institué, est un grand lieu machiavélique. L'apprentissage de l'enseignement est soumis à l'allégeance au maître et aux pratiques mimétiques. La pédagogie est l'enfant pauvre de l'enseignement supérieur qui croit former des spécialistes de discipline et professeurs du même mouvement. Le concept de praxis qui était utilisé par Althusser pourrait nous permettre d'articuler théorie et pratique afin de sortir de la dichotomie qui cantonne les théoriciens dans des discours muets et fait des praticiens des esclaves du quantitatif. Le qualitatif dépend de la force des hypothèses issues de la dimension critique. Althusser est banni. Et lorsque je vois comment les descendants des penseurs de l'école de Francfort sont méprisés, je ne peux que chercher à lire et à faire lire La Société du mépris d'Axel Honneth, loin des espaces de la communication d'Habermas. Et puis, il y a toujours un grand rire.
Un rire qui remonte des profondeurs comme une lame de fond souterraine, latente et éruptive. Ici c'est un rire de tigre, un rire de fauve, de lynx même isolé sur un radeau qui l'emmène à l'horizon. Il y a ce rire de la comédie, le rire burlesque, celui de Chaplin et de Keaton. Il y a le comique d'une situation absurde car en perte de sens. L'absurde est actuel et le chercheur est un Sisyphe bien contemporain. Mais il rit beaucoup, sur fond de tonalité africaine. Dans ce rire il y a l'effectuation d'une puissance, d'une joie. Le rire du conférencier est terne et le rire du professeur rare. Le sérieux de l'apprentissage et du savoir, rejet du maître ignorant et de l'émancipation intellectuelle de l'élève crispe l'enseignement et impose une contrition larvaire dans l'institution. Les larves dans leur non-devenir chrysalides s'infligent des angoisses paralysantes et fomentent le pourri. C'est grâce à ce pourri que l'ordre établi justifie sa même accent aigu. Mais l'altérité surgit des failles de la représentation qui sont des blessures identitaires, mais aussi un déficit dans la praxis. Sommes-nous encore assez serviles pour faire advenir le vouloir vivre, dans des cooptations sournoises d'abus de pouvoir dénoncés? L'imposture voulue justifie la paralysie de la pensée. Les critères d'élection au-delà de la simple cooptation ne sont pas les publications, ou seulement dans la revue mère de la discipline, ni la capacité critique. Le cynisme actuel est tel que la recherche se résume à tenter de dénicher un inconnu ou oublié, ni l'enthousiasme, candide et ingénu, ni l'affirmation, arrogant. L'évaluation des étudiants tend à faire considérer un nivellement par le bas. Il s'agirait plutôt de cesser de se mentir, et de voir où se trouvent les nouvelles potentialités de la génération des technologies numériques. Dans les traverses. Qu'est-ce que traverser? Rejoindre l'autre rive. On parle toujours de la violence d'un fleuve, mais jamais de la violence des rives qui l'enserrent. L'image bégaye dans sa langue, elle est une langue étrangère dans la langue. La langue de Lacan enfilée dans celle de Deleuze. La psychanalyse s'est ouverte à la métapsychologie sans refus d'un métalangage. Le concret de la langue est la tyrannie du réalisme sur la poésie. Le discours scientifique n'a pas à être poétique, mais nous parlons d'art, de désir, de couleur, de matière, de libération si ce n'est de liberté. Est-ce l'expérimentation dostoïevskienne de la liberté des possédés que l'on cherche? La question du suicide par Camus dans le mythe de Sisyphe, la seule question philosophique valable, celle du suicide, ou encore Hume Durkheim. Et ceux qui ont poussé la porte des enfers. Toutefois, accordons au poème sa place et son envergure, et avec Adonis demandons-nous davantage comment faire de la vie une poésie. Ce sont les hommes de la langue qui au sein du texte se jouent des mots, sortant de leur esclavage, qui brillent au loin. Et cela nous rassure, cela nous assure qu'il y a bien une ligne d'horizon. Alors la question frappe, pourquoi ne pas faire une étude sur la poésie? L'écriture convoque la poésie, et les théories de l'art dans le champ de l'esthétique sont traversées de ce rapport manifeste et latent. Or cette concomitance n'est pas et n'a pas à être objectivée. Elle est un jeu qui se rend visible ou se cache à celui qui terrorise et réanime, sécrète le drame et déborde d'ironie, décortique l'homme comme un oignon. Méthodologie. La méthode est, il n'y a pas de méthode. Feyerabend a proposé certaines lectures discréditées mais bien opérantes pour ce qui nous occupe. L'opératoire converge vers la nécessité, mais reste contingent. C'est la pertinence, le poids de réel qui le conduit ou les conduit. L'étendard de la méthode pose violemment la norme au sein des discours sous couvert d'attention au lecteur. Il est un mépris tyrannique qui voudrait nous faire croire à une certaine lecture réceptrice de l'écriture didactique. La langue est au plus proche de la pensée, et se construit dans les accroches et les décrochages de l'épaisseur des discours et des livres. Ce palimpseste se rapporte à la théorie de l'archive. Vouloir ordonner la lecture est endormir le lecteur critique. Faut-il se laisser traverser par les théories actuelles du management pour anticiper sur la sensibilité d'un individu? Il n'y a pas d'empathie dans l'écriture, et il me semble qu'elle n'a pas à l'être. Si l'écriture devient empathique, quelle en sera sa force ou sa puissance? Écrire est un combat. Souvent contre des fantômes, toujours contre soi-même. Il n'y a pas à freiner la brutalité d'un discours pensé. L'écriture naît de l'archive même si elle peut être anarchivique. Ce paradoxe situe l'écart de la méthode et sa nécessité.
Il ne s'agira plus de se prendre au jeu de l'herméneutique obsessionnelle, qui s'attache au texte comme certains s'attachent à la prunelle de leurs yeux. Le texte est mouvant, il porte l'être de la pensée qui n'est pas métaphysique. À la récupération métaphysique, nous préférons tenter de forger des concepts valides pour la chose politique. Et je dis chose politique, au sens de Lacan et après le malaise dans la culture freudien. L'être, et le néant d'ailleurs, ou encore la pensée, le penser, ne sont pas des abstractions universalistes béates devant la finitude. Heidegger n'a rien dit de la pensée car il ne savait pas vivre, et oui, le consentement nazi était une défaite de l'existence. Schopenhauer, qui défendait le pessimisme et l'ascétisme dans les banquets hédonistes, est marqué au fer rouge du sexisme. Et je ne souhaite à personne de vivre comme Kant. Les malades ne sont pas des grands penseurs, où les puissances trop grandes pour soi n'atrophient pas les sens, sauf dans la défaite qui demeure en amont, un combat avec soi. Et Jacques Derrida ? La médecine traditionnelle chinoise connaît très bien l'importance du pancréas qui révèle l'excès du mental. Je n'érige pas cette médecine en réponse aux maux du corps, mais elle offre à la pensée autre chose que l'urgence à vivre. Le discours de l'urgence est à repenser à l'aune d'une philosophie de la vitalité. L'urgence doit se faire ou se défaire dans les mots et le sens qui les porte et non dans les corps. Il est un chiasme comme désidérium de la pensée du vivant. L'urgence à vivre imposerait ses nécessités méthodiques à la pensée, l'urgence à penser sa méthode à vivre. Comment, une fois de plus, se dévoyer de la contrainte imposée par l'objet ? Le donc du cogito s'efface pour un « je pense, je suis » qui est déjà une avancée. La causalité ne s'objectalise pas en réflexivité de la conscience qui souffre, donc qui est. Dans la souffrance, la puissance de l'affect n'autorise guère le retournement réflexif. L'autoportrait penche ici davantage chez Bacon ou Schiele. La souffrance psychique brise le miroir gisant en détritus de soi-même. Le vivant fragmenté n'est pas une esthétisation banalisée de la violence faite à certains individus par les normes qu'ils ne peuvent accepter psychiquement, physiquement, viscéralement. L'objet est le garde-fou de l'institutionnalité en tant que procès de raison en acte et miroir de l'identité collective. Ecce homo est le grand exclu de l'institution, et le symptôme périt dans ses bas-fonds. Le connais-toi toi-même et le devenir soi sont rejetés au profit de recherches circonscrites selon des objets d'étude souvent imposés par les institutions délivrant les bourses. Les objets sont les marques déposées de thèses administratives pour croupir dans les archives. Mes situations n'ont pas d'objet circonscrit, un corpus défini et un montage clair et distinct. Elles sont des tentatives de concevoir des espaces-temps dans la pensée en tant que traverse. Il existe un continent perdu de la pensée des images. Comme il existe un continent oublié, et Godard est une île, au cinéma. Le monde du milieu de Britten-Brettenbach est un espace déterritorialisé et jamais reterritorialisé. Il est un écart sans émargement, une extradition sans exil, une errance sans dérive. Le monde du milieu est habité par certains penseurs, artistes et libertaires. Il est peuplé de la pensée libre, non assignable, non identifiable. Ce monde sécrète un humus permanent. Humus. J'expérimentais ailleurs et je règle mes comptes. Le sacrifice ouvre d'autres portes et le ton n'est pas celui des eaux régales des vermines. Avant les circonvolutions de l'errance, pierre de flottement, j'aimerais ici avancer un concept qui ne nous autorisera guère l'usage d'un outil, avec lequel je forerai dans la terre les trous pour qu'elle respire. Les trous sont là. Lacune d'un monde troué qui fait advenir des mondes. La nature naturante ne fonctionne ni comme substance, ni comme origine, ni comme Dasein, elle est une métaphore. La métaphore est un soulèvement du sens, un pont. Si la métaphore est un pont, le sens et sa négation sont dans les agencements. C'est valable aussi et de manière probante pour les images. L'intervalle, l'interstice, la collure dans le système de montage marquent la construction de ce qui se rapporte au sens. C'est une approche et un éloignement. L'agencement est un questionnement, il situe le sujet. Il serait impossible d'entendre une pensée en train de se faire. Les fuites et les injonctions sont légion. Ne pas reconnaître les dérivations antidémocratiques actuelles au sein des oligarchies est se voiler la face masquée par les doctrines du savoir-pouvoir. Le temps repense ces injonctions et les démonte sans discours par les faits. L'expérimentateur a les yeux rouges, l'indignation profonde, mais le sang répandu laisse des traces.
Le pensée du temps œuvre dans le silence, en secret d'un monde juge et parti. Les pierres d'inconsistance sont les latences d'un horizon toujours en fuite. Ligne de devenir mais cercle au marin. L'obscurité de la langue est sa possible lumière. Seules les obscurités peuvent dire quelque chose de ce qui s'éclaire par endroits et par instants. Intempestive, une appréhension du monde et du temps, des mondes et des temps, fait irruption entre deux obscurités. Les temps de lumière sont des passages entre deux obscurités, deux modernités, post ou post-post. La clarté de la langue est question, inquiétude permanente. Le pensée ne peut être clair, limpide. Il est en résonance, en métamorphose, en forme de spirales ouvertes ou d'ascendances vaporeuses, en témoin de déséquilibre et en chute perpétuelle. Et tiens, revoilà Gilles. La chute qui caractérise le style est tentée de se rattraper, le rire vous dis-je, un rire burlesque. Ouverture, vouloir vivre. Spéculer. La pointe est un pic, un cap, que dis-je, une péninsule, de la visagéité de la terre depuis la carte. La pointe comme une bande de terre fatalement plongée, longée, prolongée dans les eaux. La pointe de bande de terre n'est pas insulaire mais presque. Elle est un prolongement de la surface qui pointe dans les eaux des océans ou de la mer. La pointe est un lieu étroit, une langue qui vient au-devant de la mer pour y être abordée. Dans cette acception, la pointe est ainsi une zone de territoire. Au sommet du Danemark, à Skagen, une zone pointe aux abords d'une rencontre entre la mer du Nord et la mer Baltique. Là se dessine une ligne de crête perpendiculaire au pourtour de terre qui sépare les deux éléments. Cette ligne crête est d'écume remuée de vent contraire. La pointe est une zone de turbulence. La pointe marque une limitation, en pointe, le site devient un paysage. La mer fait écran, elle est une limite capable d'être franchie en abordant d'autres voies de navigation. Ainsi les héros des films japonais de Takeshi Kitano terminent l'aventure contée devant la mer. Celle-ci fonctionne comme limitation terrestre mais en même temps, et peut-être du même coup, prolongement imaginaire. Toutefois la pointe a ceci de particulier qu'elle peut donner l'illusion d'être entourée de mer depuis le site du regard, perdure comme une trace ineffaçable, l'envers du site, la voie frayée, tracée, mais oubliée à peine. La pointe du stylo qui trace les signes du verbe sur la page blanche, et qui tente d'effiler, d'aiguiser ou d'appointir le flux des mots dans l'écume de la langue. La pointe de l'instrument de pointe qui vient toucher l'écran tactile afin de constituer ou de changer des données. Être à la pointe des nouvelles technologies. Être aux avant-postes dans la lumière et la nouveauté, pour accélérer, améliorer la pointe de vitesse, parcourir certaines zones, affûter les pointes et promouvoir une vitesse de pointe à la machine ainsi élaborée. Puis le soupçon, qui depuis un fond qui évoquerait davantage le creux, un fond de latence, pourrait déterminer l'activité critique du sceptique refusant l'expérimentation par le dogme de la signification. Mais l'épaisseur fait le sens par les séismes, les vents, les typhons ou les zones de turbulence. Le soupçon éclaire bien davantage la pointe comme un rien, un infime, une touche supplémentaire communément pratiquée dans la gastronomie. La pointe d'épices ou de poivre est aussi l'exhalaison subtile des odeurs de la sculpture du Brésilien Eto. De plus, la pointe du piment brûle le palais de la bouche endolorie. De cette brûlure comme une blessure qui envahit la bouche d'un fourmillement de picotements qui sont autant de petites pointes stimulant les muqueuses, deux attitudes possibles. Tenter de réduire la chaleur par de larges gorgées d'eau et en fait attiser le feu, ou assumer l'acculturation de ses sens gustatifs et tenter d'apprécier la brûlure qui monte aux yeux, vous envahit, parcourt le sang, la chair et ébranle les muqueuses dans une impulsion spontanée qui vous dessaisit. La convivialité communicative des repas orientaux tient aussi de cette denrée prisée. La brûlure devient ainsi la faille commune, d'où surgissent des mots, des rires. Lancer une pointe, une pique, enveloppe l'antre de la relation interpersonnelle d'une tonalité caustique. Émerge indéterminé, le soupçon dans la difficulté à jouer au sarcasme, ou un soupçon d'humour comme une pincée d'épices qui crée la couleur de l'entre-deux. La pointe d'humour n'est pas le rire franc et massif. La pointe d'humour est la petite touche qui vient poindre et enrichir le contact. Il participera d'un fond de langage commun ou d'une empathie ressentie comme un déchirement. La pointe semble faire événement. Elle est convexité, prolongement qui déborde du cadre, de l'encadrement. La pointe sans pour autant décadrer complètement suggère un hors-cadre, un à-cadre. La pointe semble ne pas céder au rouleau compresseur de la répétition.
elle n'est pas assimilée à la programmation calculable, à l'enregistrement des faits et des données, à la compulsion d'assignation technologique et d'archivation, à la même TE accent aigu. Elle peut faire événement. L'événement toujours à venir, l'événement improgrammable, et l'impossible, ou l'inorganique, tel que nous l'employons. Il reste à envisager. Qu'est-ce que l'inorganique de la pointe? Le creux est l'expression même de la faim. J'ai un creux, suggère la place à combler, le désir d'emplir le manque. L'estomac dans les talons qui peut tirailler et crier famine. Le creux impulse le mouvement du désir, il lui donne sa tension, son attente. Avoir un creux, c'est exprimer l'expectation, quand pourrais-je combler le manque? De plus, c'est encore l'expression de la fatigue du corps qui demande son dû. Le creux est l'expression de la dette au corps. C'est ainsi que le creux est en rapport au corps, dans la brûlure de l'énergie. Faire du gras et soumettre son corps à l'absence de creux sain, assaini, c'est le vouer au cri affamé du manque de plaisir. Car le manque est perfide. Il peut aussi se masquer sous la douloureuse famine permanente de la boulimie, et demander en ingurgitation excessive le plaisir raréfié. L'anorexie est un trop-plein de creux. Quel creux dois-je combler? Toutefois, un creux n'est pas un trou, il n'est pas anéantisation du désir englouti. Il y a un fond au creux où le creux est développé dans un milieu, ici le milieu organique, qui lui donne sa valeur archéologique. Car le creux est un précipité qui provoque les visibilités du relief. Le creux stratifie, il permet d'entrevoir les différentes couches dans lesquelles le creux s'est formé. Le creux est ainsi une intensité. Le creux est en degrés, il tempère, évalue, évolue, se joue du sens en tous sens, il est tempétueux, mais c'est également une niche où se loger. Se situer en creux, c'est se loger dans les pliures des lignes de force. Immanquablement, le creux devra dire quelque chose de la pliure, sans conjurer le manque. Le creux est une altération concave de la matière terrestre, mais en même temps, il évoque les plis de la peau ridée. Les creux peuvent tracer des sillons sur le visage âgé. Ils sont les marques de l'inéluctabilité du temps qui s'écoule et déforme, et du temps du travailleur dont les mains qui besognaient la terre sont devenues calleuses, cornées, laissant apparaître en surface des crevasses. Ainsi, afin de capitaliser la déferlante spéculative du vocable creux désigné d'un an qui voudrait emporter le mouvement, comptons. En creux impulse le mouvement du désir. Le creux est l'expression de la dette au corps. Se situer en creux, ou se loger dans les pliures des lignes de force. Les creux en tant que marque, sillon, crevasse, de l'inéluctabilité du temps qui s'écoule et déforme. Nous pouvons associer à l'investissement les actions soutenues par pointe. La pointe est une zone de turbulence. Un site pour prolongement imaginaire. Une vitesse de pointe. Un soupçon, une pincée, une pique, une pointe d'humour. Le creux de la pointe et la pointe au creux motivent les abords de l'amplitude. Ces tropes ne s'abordent guère comme d'un sabordage, d'une déconstruction nécessaire, sous le joug d'une intellection grandiloquente. Aussi bien la pointe est vitaliste. Et nous l'envisageons du côté du désir et des philosophes de la vitalité. Soit le creux est mortifère et nous l'abordons comme d'un abordage nécessaire dans l'embrasure du naufrage. Vie et mort, malgré l'arrogance, perdure en reste la mesure contingente d'une folie douce. D'ailleurs il en va ainsi d'un soupçon en creux, d'une pointe ironisant le trépas. Les plus grands promoteurs funéraires du Père Lachaise se nomment le creux frère. La dialectique, nous le voyons bien, ne peut se systématiser. À moins d'entrer dans une démonstration qui n'est pas notre propos. Elle est entendue davantage du côté de Benjamin que d'Aristote. L'ampleur ou l'amplitude nécessaire ici est une conception de la vérité. Nous écrivions que la vérité nous sembla caduque. Il n'en est rien. Une conception de la vérité arc-boute l'être au monde aspiré dans un lent nihilisme. La vérité n'est pas morale, elle n'est pas éthique, ni esthétique, ni religieuse, encore moins politique. Elle est sensible. Elle est le sensible qui n'est pas absolu, ni métaphysique mais s'attribue et quête le sens sans origine, ni but. Il y a un secret en nous qui s'étonne. Il y a un secret en nous qui s'exhale lentement au-devant de la blessure. Seule la blessure semble pouvoir dire l'origine et les origines qui commencent par un sacrifice. Le secret s'affaire à discrétiser la blessure qui s'épanche dans le voilement, dévoilement des mots. Seul le silence est obscène devant l'intensité du sacrifice, de l'immolation aux bombes humaines en passant par l'indifférence.
On ne peut admettre l'actuel sans voir ses intensités de mise à mort. Le poison de l'indifférence et le mépris pour l'événement ne tairont jamais la capacité inouïe des peuples à accoucher d'eux-mêmes. La stratification temporelle depuis laquelle j'écris due à l'éclatement du sujet, plutôt qu'à un temps éclaté, est empreinte de la révolution tunisienne. Le sacrifice de Bouazizi est le cri désespéré d'un homme résonnant avenue Bourguiba à Tunis le 14 janvier 2011. La déferlante capitalise la spéculation. Elle emporte dans un déchaînement intempestif et tempétueux les données résumées. Elle fait trembler la programmation, efface, dessine, ébauche, tente, fait disparaître. Elle stimule l'archive autrement, lui donne d'autres territoires, d'autres fictions. Elle fait de la pointe et des creux, une praxis par et dans l'archive. Par pointe, en creux, la déferlante, une création auto-engendrée par sa création même, comme d'une vague en rappel. La déferlante advient, est altérée et devient autre du terme déferlement. Son ancrage est l'archive le monolinguisme de l'autre, de J. Derrida. Déferlement déchaîné d'un interdit. Quelle drôle de langue tu parles là encore en effet. Effectivement, cela peut traduire un effet de surface, né d'une dérive si familière, mais l'ancrage de l'objet n'est peut-être pas là où on le pense. Et penser, ou si je manque de modestie, essayer de penser, n'est-ce pas aussi cela? Jouer avec les mots, la langue, les idées, déjouer les doxas, les dogmes et les représentations toutes faites, n'est-ce pas aussi cela, dites-moi, se jouer du cachet de la pensée et de ses secrètes discrétions? Je pense là où je pense ne pas penser, du mot de Lacan, selon des jeux de voile et de dévoilement dans un théâtre masqué de croyances à l'image. La déferlante est l'enjeu actuel d'un texte qui pose des questions contemporaines. Déferler sur le monde comme une vague déferle, retrouver les vagues de Virginia Woolf et celles imagées de Thierry Kunzel, s'immerger fondamentalement, et tenter, expérimenter afin de produire autre chose, au-delà, là où la viande insurgée prend conscience d'être corps. Expérimenter. Situation. Pointe, creux, déferlante afin d'expérimenter des postures de recherche par l'écriture. Les mots de l'expérimentation soulèvent la table des significations, font trembler le corps, la chair, le désir d'image en mots et de mots en images. La métaphore n'est pas seulement cette figure de rhétorique au sein du langage comprise comme poétique, de la comparaison. Elle est aussi l'enveloppe signifiante et sensible du fragment d'image en tant que vestige du désir-image. La métaphore employée dans la psychanalyse est la condition d'accès au procès langagier. Le souffle de l'image, même indistinct, gonfle les mots qui flottent tels des bulles d'air dans la torpeur mortifère de l'institution. La ruine des images est un montage des temps hétérogènes, aussi bien vestige que vertige, elle est présence passée en devenir. L'imago, le masque mortuaire, nous dit quelque chose de l'intersubjectivité au sein de l'institution. Elle est empreinte d'une présence sensible déterminée et déterminante à l'aune d'un combat à mener par la pensée pour renouveler la question de la représentation. Les failles de la représentation sont épistémologiquement circonscrites, notamment par Michel Foucault qui explique la géologie de la faille au sein du langage entre choses et mots. Mais cette faille ou encore cette faillite de la représentation est avancée, parce que considérée comme repoussoire. La représentation serait un système figé de valeurs et de normes sociales préétablies, allant à l'encontre des théories de l'expérience. L'un des enjeux de ce travail, et nous ne pouvons l'expliciter en ces termes qu'une fois écrit, c'est-à-dire créé, était de poser autrement la question de la représentation. Elle est dynamique des formes aussi bien que système symbolique, expérience mais aussi jugement, sensible et doxa. Schopenhauer avait bien montré comment elle était liée au mécanisme de la pensée. Le vouloir vivre. Nous évoquons avant notre propos Schopenhauer, au travers de ce vouloir vivre que nous voudrions plus optimiste. Car le vouloir vivre est avant tout dans le monde comme volonté et comme représentation une fatalité à assumer, à vivre, notamment par le corps, mais le vouloir vivre ne dit rien du libre arbitre, de la liberté du sujet qui se vit. Il est pessimisme et dans le même mouvement acceptation vitale de celui-ci. Ainsi le philosophe devient cet être taciturne, aigri, qui n'aime ni les hommes ni les femmes et finit sa vie dans la solitude et le néant le plus difficile, malgré l'envergure de sa pensée et son influence sur Nietzsche notamment. Le vouloir vivre pourrait pourtant s'aborder, et se s'aborder c'est selon,
Autrement, il dirait quelque chose d'un souffle radical, d'une impulsion créatrice et d'une volonté à vivre le vivant dans son corps, dans sa chair. Il nous renseignerait sur le temps subjectif de la volonté prise et éprise de la chair des hommes et du monde. Il nous éveillerait sur la propension humaine à se vouloir mort en chair à canon. Il énoncerait la consistance de la liberté dans le réel manigancé, échafaudé, configuré par les associations collectives. Le vouloir vivre parlerait de la création, des inventeurs et des expérimentateurs, du sacrifice de l'artiste et de la représentation comme montage identitaire d'une société. Cette somme de textes 3 voudrait expérimenter le sensible de l'écriture en images au sein de la théorie. Par pointe en son début tente de danser un rythme ternaire ponctué par les concepts de contrainte, de contingence et de nécessité. Cette tentative qui répondait à un travail imposé inquiète les limites du cadre tel qu'il se donne a priori. Par ce faire et par pointe, il esquisse une nouvelle forme qui n'est non pas le triangle, mais une flexibilité postulant que la représentation de la liberté est une absence, celle de l'objet de recherche. Absenter l'objet de recherche est une fois pour toutes réinvestir le sujet du désir dans l'acte d'expérimentation de la pensée créative et sauvage. Toutefois, cette absence n'est pas une absence de cible. En creux, au sein de la dialectique entendue comme mouvement de figuration esthétique, fait naître les soubassements d'une affirmation politique, matérialiste et sensualiste contre ce que Yves Michaud dénonça comme la dématérialisation de l'œuvre d'art et d'autres avant lui. Ce texte expérimente le figural au sein de l'engagement politique dont le spectre tutélaire est J.F. Lyotard réduit à la condition postmoderne, afin de voiler ce qu'il a réellement mis en place. Notre essai se joue des soubassements de l'archive dont le tremblement est un rapport au corps, saisi par le rire. De multiples exemples contemporains viennent étayer par l'image un propos engagé, ironique et critique, qui déborde de la chair en image par la vergogne pour soulever la thèse fondamentale d'une dématérialisation elle-même, non pas de l'œuvre d'art, mais du carbone. La déferlante enveloppe les textes qui le précèdent en posant la question essentielle de l'errance. Peut-on errer au sein de l'écriture tout en proposant une réflexion soutenue, valide, dont le traitement théorique serait une implication scientifique nécessaire ? Science et fiction, comment ces deux termes fonctionnent-ils à l'aune des biotechnologies et du devenir mutant du corps ? L'exosquelette se dispense au sein du texte comme une archistructure imaginaire dont la tension s'exécute dans les possibles. Par pointe nous sortons du cadre. En creux se travaille au corps la dialectique et la déferlante expérimente l'errance, brise les circuits normés et tente de frayer une voie, dont une voix s'élève d'un corps jeté en avant quoi qu'il advienne pendant qu'il est encore temps. Par la prédication nous voulons faire trembler les discours normés. Le « et » engage le discours et le positionnement du sujet pour les subjectivations. La prédication est le ton de l'urgence. Sans objet de recherche, le verbe intransitif domine, expérimenter pris ainsi. Mais encore, et ce serait valable ici, pointer, creuser, déferler. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.